Jean-Charles Simon, l'économiste, est avec nous. Salut Jean-Charles, Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études économiques de Sapiens, et Isabelle Bordry, salut Isabelle. Bonjour. La patronne de Retency. Il y a des chiffres sur la pub. Tiens, juste un mot là-dessus, on va juste commencer là-dessus, parce que c'est ton job, Isabelle. Un petit mot, après on parlera des 12 milliards d'euros. Mais il se trouve qu'on en parlait à la fin de la semaine dernière avec Marco Tinelli, fondateur de Full Six dans la pub digitale. Et là, donc les chiffres, donc c'est estimation de WPP, qui est toujours le numéro 1 mondial de la publicité aujourd'hui, oui. Ouais. Google, Facebook, Amazon contrôlent à eux trois 60% maintenant du marché publicitaire mondial. Pas du marché digital, hein, du marché publicitaire mondial, et c'est work in progress. Et 80% du marché digital. Et 80% du marché digital, c'est pour ça que c'est work in progress. C'est des chiffres faramineux. Ouais, hein, on est d'accord, je ne sais pas quoi faire de ça. Qui en plus sont en décalage par rapport à la réalité. Quand vous regardez le temps passé moyen des Français, par exemple, alors ils passent 4 heures devant la télévision à peu près, 2h20 sur Internet. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les GAFA ont pris une part de marché de la pub bien supérieure au temps passé réel qu'il y a aussi sur les médias traditionnels. Très intéressant. Pourquoi ? Et c'est ça le problème. Et je pense parce qu'ils ont répondu à quelque chose qui est formidable pour un annonceur. C'est la capacité de traquer la performance publicitaire. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous avez le clic, où vous savez combien de gens ont cliqué sur votre publicité, se sont rendus sur votre site, ont acheté sur votre site, c'est beaucoup plus facile d'investir. Et donc, c'est tout cet enjeu-là qui est en train de se jouer pour les médias traditionnels. C'est comment, à l'heure de la télé segmentée, puisque ça va arriver, les chaînes de télé, mais aussi les radios traditionnelles vont être capables, non seulement dans un univers digital, de répondre à la publicité de manière ciblée avec des mesures de performance, mais aussi sur les écrans plus traditionnels. Et c'est un jeu qui a lieu en ce moment et qui est absolument clé pour la stabilité des médias classiques. Et je pense c'est que passionnant parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de se grouper, c'est ce que disait Marco Tinelli. Or, les règles de la concurrence vont les empêcher en fait de se grouper. Tu voudrais faire une grande plateforme publicitaire de la télé française, par exemple, qui ferait de la télé adressée, super efficace, etc. Mais jamais ils obtiendraient le droit de le faire, en fait. Et le problème, c'est le contenu. Si vous avez le même JT sur M6 et sur TF1, vous avez moins de contenu différencié. Donc, en fait, tout le jeu, c'est générer beaucoup d'audience pour générer de la publicité et de l'autre côté, avoir pour la démocratie le plus de contenu différencié. C'est un enjeu démocratique, cette histoire de la pub contrôlée par... c'est pas pousser le bouchon un peu loin de dire que c'est un enjeu démocratique? Je pense qu'il y a un vrai enjeu de contenu et pas uniquement de marché publicitaire. Moi, le sujet c'est un sujet qui me passionne. J'ai été longtemps administrateur d'une régie publicitaire. Mais t'as tout fait, toi, mais c'est dingue. Régie publicitaire mobile, et on avait vu arriver... Mais il y a combien de temps? Il y a 20 ans, 30 ans? Non, jusqu'en 2015, ah, 2016, dis donc. 2016, Immédiat, que Isabelle doit connaître. Absolument. Donc j'ai été pendant plus de 10 ans, et on avait acheté un réseau social en Amérique latine, à l'époque, je me souviens, et on a vu le côté winner takes all incroyable de Facebook, et du groupe Facebook en l'occurrence, puisque nous, on était positionné sur le segment Instagram. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup comme économiste, c'est les questions de concurrence. Ouais. Et je pense qu'on a un sujet majeur, enfin, c'est une banalité aujourd'hui en 2021 de le dire, mais déjà à l'époque, je le pensais, je trouvais incroyable que Facebook puisse racheter Instagram. C'était déjà un sujet, et il y a eu WhatsApp, il y a vraiment une problématique de vision du droit de la concurrence et des marchés pertinents, une activité d'ailleurs que je fais à titre professionnel, qui est majeure dans le domaine de la tech. Mais pas seulement. Je vous conseille à tous un excellent livre de Thomas Philippon sur la concentration de l'économie aux États-Unis, qui est quelque chose qui dépasse largement la tech, qui est quelque chose qui est très très puissant depuis une vingtaine d'années et qui évidemment est flagrant dans des domaines comme celui dont on vient de parler. Donc là, je crois que tout ce qu'on peut faire pour remettre de la concurrence et faire en sorte qu'il n'y ait pas justement cet effet de phagocytation incroyable par deux, trois acteurs. Il va falloir être anticoncurrentiel pour remettre de la concurrence. Le paradoxe, il va falloir se laisser se grouper. Non, Erwan, t'es pas d'accord? En tout cas,
Non, je ne pense pas que c'est anticoncurrentiel. C'est-à-dire qu'il faut voir comment bloquer les acquisitions de petites boîtes, parce que ce que font Google, par exemple, Google est le champion probablement chez les GAFAM de ça, c'est-à-dire de racheter par centaines des petites boîtes qui tuent donc du coup l'émergence de concurrents. Et ça, c'est très très négatif, je pense, pour les activités dont on parle. Après, on peut aller plus loin, effectivement, on peut déconstruire des groupes. Donc, dans le cas de Facebook, ce serait peut-être le plus simple de tous les GAFAM à déconstruire, parce qu'on couperait en trois, on ferait 3 groupes différents qui auraient plus justement ce côté régie commune et qui n'arrive pas avec Amazon énorme. On ferait sur Apple, il y a un truc important à faire. Non, ils sont pas dedans. Attends, les faisons pas tous. Oui, mais là, tu as Google, Facebook, Amazon. Okay. Et Amazon, c'est le fameux retail média. Là, alors, Amazon, le vrai sujet, évidemment, c'est l'activité AWS qui en fait finance des activités qui, elles, sont des activités qui n'ont même pas besoin d'être rentables, donc qui peuvent être très très agressives. Et puis, dans le cas de donc Google, tu coupes il y a le search et le reste. Et donc là aussi, on voit qu'il y a des possibilités d'action que d'ailleurs des personnes qui travaillent dans le droit de la concurrence aux États-Unis ont déjà évoqué, et des parlementaires américains ont déjà évoqué. Donc je pense que c'est là où il faudrait agir, mais commencer en tout cas par être très très dur sur toutes les acquisitions, parce que pour moi c'est ça où le bas blesse depuis une quinzaine d'années, c'est qu'on pense que c'est des petites acquisitions, donc c'est pas un problème, on laisse faire, et en fait on empêche de voir émerger de la concurrence. Erwan. Alors, déjà, il ne faut pas s'étonner qu'à l'heure de l'hyper-personnalisation, ceux qui proposent un produit hyper-personnalisé soient les plus performants sur le marché. Ouais. C'est la première chose. Ensuite, il faut sur la question de la concurrence, moi, je ne pense pas qu'il faille effectivement encore des mesures antitrust, etc. Parce que les dernières qu'on a mises en place, en tout cas le RGPD, qui avait quand même cette vocation un petit peu cachée de se dire on va mettre une barrière contre les GAFAM, ça a renforcé les GAFAM. Pourquoi ? Parce qu'on a asséché notre écosystème de start-up. Il y a beaucoup de start-up en Europe. C'était pas la bonne mesure. Mais qui ont dit moi, la mise en conformité me coûte beaucoup trop cher. Derrière, j'ai une tech qui est un peu intéressante et tout. En fait, plutôt que d'aller chercher à lever des fonds pour financer mon côté juridique, telle et telle firme californienne me propose un superbe chèque. Du coup, je vends ma tech parce que je ne vais pas aller m'emmerder avec un droit qui n'est pas mis en conformité. Cette économie-là, elle prospère grâce à 2 nouvelles lois dans l'économie. Il faut aussi penser, notamment appel aux régulateurs, il faut arrêter de penser comme étant quelque chose, une économie en fait encore à rendement décroissant. On est passé sur des rendements croissants avec, dans le cadre des réseaux sociaux, 2 grandes lois qui sont la loi de Metcalfe. Donc en fait, l'utilité d'un réseau augmente à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Donc là, il y a le côté très exponentiel. Et la loi de Rosen. La loi de Rosen, c'est quoi ? C'est quand en fait vous avez dans une communauté des personnes que vous pouvez classer en différents groupes communautaires. Là, votre utilité explose. Et donc du coup, vu qu'ils arrivent à faire exactement les 2, c'est comme ça qu'ils peuvent justement perdurer. Nous, en Europe, on n'a pas encore compris, je pense, que la data était justement cette nouvelle force de frappe, ce nouveau minerai qui est justement raffiné pour faire en sorte de pouvoir concurrencer. Le pétrole du 21e siècle, je l'ai entendu il y a 20 ans quand Alors, même. c'est pas le pétrole, non, c'est pas le pétrole parce que le pétrole est fini par nature. Oui, tu vois bien ce que je veux dire. Mais ça fait 20 ans, mais on l'a toujours pas compris. Parce que quand vous regardez dans les politiques, non. On n'arrive pas à l'utiliser, mais on a compris. Stéphane, DMA, DSA qui sont en train d'être votés au Parlement européen. Donc Digital Service Act et Digital Marketing. Là-dessus, on est en train de refaire exactement les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avec RGPD. Alors, que justement de se dire, effectivement, il n'y a plus grand-chose à faire parce que je pense que le mal est fait quelque part. Il y a beaucoup d'acquisitions qu'on aurait dû refuser à l'époque. Alors maintenant, on met des amendes à coût de 2 ou 3 milliards au niveau de la Commission sur les grands GAFAM 10 ans après, en se disant on a fait quelque chose parce qu'il faut bouger. Mais tant qu'on n'aura pas changé de doctrine par rapport à ça, en faisant en sorte de favoriser notre écosystème, sans être protectionniste, mais de favoriser notre écosystème pour leur permettre... C'est le big push du général Lee en 1954 en Corée du Sud, quand il a fallu tout reconstruire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les 5 grandes entreprises qui étaient des 5 secteurs d'avenir, il les a chouchoutées, il les a favorisées, il les a fait grandir, et maintenant elles sont parmi les plus grandes mondiales. Voilà, et donc il faut prendre Retency, et puis... Absolument, absolument. Puisque toi, tu travailles sur l'anonymat. Mais le paradoxe de tout ça, quand même, et c'est ton job, Isabelle, puisque tu travailles sur l'anonymisation des données personnelles, c'est que moi, consommateur, j'en veux pas. Moi, consommateur, je suis très content de ce système qui me pousse seulement la pub dont j'ai envie, dont j'ai besoin, et qui peut être pour moi efficace. Mais c'est pas antinomique. C'est absolument pas antinomique. C'est-à-dire qu'on peut cibler sur des segments dans lesquels tu fais partie, Stéphane, en tant qu'homme, etc., avec certaines caractéristiques, mais sans forcément aller dans une personnalisation one-to-one. Donc on peut avoir de la publicité intelligente, et c'est ce que font d'ailleurs tous les médias traditionnels, en fonction de segments, sans forcément être dans l'ultra-personnalisation. Ouais. Et donc c'est cet équilibre. Et je pense que le RGPD, a été absolument essentiel pour créer une relation de confiance entre les utilisateurs et les grandes plateformes.
Mais Isabelle, Absolument mais comment? essentiel. Mais on est tous, ça nous pompe l'air en fait. À chaque fois le truc arrive, on dit oui, tout accepté. C'est enfin qui Je pense que c'est essentiel. qui moi Je pense qui que ne fait c'est pas essentiel. oui tout accepté et va regarder la liste de Moi, je ne cookies fais avant. pas toujours mais oui, toi, tout c'est ton accepté. job. Et je pense que c'est essentiel qu'il y ait des garde-fous. Bon, d'accord. Parce que vous n'imaginez pas, quand vous regardez la donnée, l'intrusion que c'est dans la vie de quelqu'un. Vous n'imaginez pas. Moi, j'ai regardé les données de géolocalisation qui sont obtenues par les téléphones. C'est spectaculaire. Vous connaissez tout de la vie de quelqu'un. Et c'est terrible parce qu'il y a une espèce de dichotomie entre ce que vous percevez quand vous dites oui et la réalité de ce qui existe derrière et de ce que l'on peut lire sur vous, sur la Mais donnée. en même temps, ils nous les envoient ces données de géolocalisation, donc tout le monde regarde aussi. C'est tellement fascinant. C'est tellement fascinant. Oui, Et donc, on reste volontaire pour le faire. Je ne sais Bah, pas de moins pourquoi en moins. d'ailleurs, hein, je dois dire, mais on reste de moins en moins. Ah, de moins en moins. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui disent oui à la géolocalisation, notamment. Moi, ça me fascine. Donc, quand même, puisqu'on en parlait la semaine dernière, rôle de la nouvelle patronne de la FTC qui s'appelle Lina Khan, je ne sais pas si c'est avec toi, il me semble même, Erwan, qu'on en parlait, et du patron de la division antitrust du ministère de la Justice, donc aux États-Unis, qui s'appelle Jonathan Kanter. Et donc, ils viennent de rejeter une opération de concentration dans l'édition, dans les articles de sport, ah oui, il y a à l'instruction, je pensais que c'était fait, moi, mais à l'instruction, le rachat par Amazon des studios MGM, justement, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont dire. Et puis Nvidia ARM, donc dans les semi-conducteurs. Et effectivement, Jean-Charles, ils promettent de regarder les acquisitions de plus petite taille qui peuvent casser une concurrence à venir. Moi, je pense que la solution va venir des États-Unis, d'ailleurs. Je ne crois pas tellement à l'Union européenne. Je pense que la solution va venir des États-Unis. Il n'y a que, de toute façon, qui pourront regarder leurs propres champions. C'est évident qu'ils n'admettraient jamais que ce soit l'Union qui fasse des mesures qui cassent les choses. Et je suis plutôt sur la vie d'Erwan sur le RGPD, mais je comprends ce que vous dites. Hein. Mais je pense qu'en effet, c'est pas ça, en tout cas, qui est de nature à bloquer. Et peut-être même que ça a eu l'effet inverse, à bloquer le côté monopolistique ou quasi monopolistique. Mais ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu était plus un enjeu de valeur exactement. pour l'Europe, pour protéger le citoyen, plutôt que de casser. Et là, je crois que vraiment, c'est le M&A qui est le cœur du sujet, et c'est là où il faut que... et c'est les régulateurs américains, il faudra qu'il y ait un input politique, et c'est après... déjà visiblement, il y a la volonté de le faire. Avec les nominations de Biden qu'il avait annoncé. Et je pense qu'effectivement, c'est là où on va voir si ça passe vraiment l'étape suivante. C'est-à-dire que il faudra que le Congrès se dise, oui, dans l'intérêt des Américains, dans l'intérêt du business américain, dans l'intérêt de chacun, on n'est pas sur la bonne pente. Et donc, on doit tout faire pour faire en sorte que ces gens continuent de prospérer, évidemment, et sont formidables et apportent des choses extraordinaires dans la vie de chacun. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut que la concurrence puisse s'épanouir, et ce sera pour le bien de tout le monde. OK. Revenons à notre budget. Donc, début de la prime de 100 €. Donc, parce que moi, ça m'avait échappé, ça. Ils vont égrener le truc jusque en février. C'est-à-dire, là, c'est les étudiants boursiers qui vont recevoir leurs 100 €. Les salariés, a priori, fin décembre. J'ai compris, comme à chaque fois, que c'était très compliqué pour les indépendants et pour l'ensemble des particuliers employeurs. Voilà. Est-ce que les particuliers employeurs vont s'occuper d'aller récupérer, parce que c'est eux qui vont devoir le faire, les 100 € pour les donner à leur... Moi, on m'a promis le contraire. Le CESU m'a écrit pour me dire que j'avais rien à faire. T'avais rien à faire ? Bon, d'accord, parfait. Et jusqu'en février pour les retraités. C'est quand même une séquence étrange, non ? Enfin, je sais pas, Erwan, comment est-ce que tu regardes ça ? Ça coûte 3,8 milliards cette histoire, hein, 3,8 milliards. Et derrière vont venir, c'est pour ça que j'ai mis 12 milliards d'euros pour quoi faire, derrière vont venir une somme encore inconnue, 6 à 8 milliards d'euros, c'est ce qui est prévu dans le budget, mais il est possible que ce soit plus, pour limiter à 4% la hausse du tarif réglementé de l'électricité, là aussi d'ici février. Donc on va cramer là 12-13 milliards d'euros pour 3 mois. 13 fois le budget de l'INSERM. Juste pour. Oh la vache. Non, mais juste pour. Très bon exemple. 2 fois le budget du CNRS dans une période où on a des petits problèmes en R&D et qu'on a vu qu'on avait des problèmes sur la recherche fondamentale. Mais non, mais surtout que c'est intéressant parce que alors décalé jusqu'en février, on avait promis un truc. C'était quoi ? C'était novembre, octobre l'annonce ? Enfin, ça commence à. Je sais plus. Et tu comprends bien qu'il veut scander la campagne présidentielle non, mais avec ça. Bah, je sais pas parce que. Il va finir par les retraités et après il va dire je suis candidat. L'argument, quand on regarde sur certains sondages, l'argument qualitatif de dire il fait campagne avec le carnet de chèques. Je crois qu'il est passé à. Enfin, il a gagné
5 ou 6 points ces dernières semaines, c'est pas forcément non plus un bon marqueur. Je suis pas politologue ni sondeur, mais c'est pas non plus un bon marqueur, je pense, en pleine campagne, d'accuser d'acheter des voix de la population. Parce qu'en fait, ce qui est super, c'est la façon dont on a perdu toutes des mesures. Normalement, avant, 3,8 milliards. 3,8 milliards, c'était l'ISF. Hein. Quand on l'a supprimé, c'était la catastrophe absolue pour les comptes publics. On était en train d'assécher l'hôpital, de supprimer des postes de profs. Enfin, rappelez-vous la litanie qu'il y avait, hein, à gauche, même certains à droite. Et là, 3,8 milliards, ça fait même plus l'actualité, quoi. Normalement, ça devrait être l'événement, une politique numéro 1. On devrait expliquer les canaux, savoir avoir un mapping, un beau PowerPoint. On est les seuls. Je suis le seul à en parler de ce truc. Ce matin, dans les Échos, c'est un tout petit entrefilet. Je ne le reproche rien, surtout pas. Hein, il n'y a plus d'ordre de grandeur. Il y a plus de le quoi qu'il en coûte a complètement changé l'ordre de données qu'on a. Mais il y a un autre marqueur. Regardez la campagne de la droite. Il y a 5 ans, j'avais couvert pour un autre think tank la primaire de la droite qui avait des programmes qui étaient un peu plus sérieux et beaucoup plus travaillés. C'était la primaire Fillon, ça. La primaire Fillon. Mais c'était presque à l'euro près, en fait. Il y avait des chiffrages, des calibrages et tout. Là, c'était fait. Alors c'est pour ça que la plupart des think tanks ne se sont pas amusés à le chiffrer. Il n'y a que l'IFRAP qui l'a fait. Mais là, c'était on va voir, je diminue de 10%, puis on verra, je gagnerai un peu d'argent sur l'immigration et puis sur la fraude. Puis voilà, ça fera un truc à peu près global. On restera dans les 3-4%, c'est pas grave. Ça non plus, on s'en fout. Donc en fait, même à droite, qui est censé être le parti le plus rigoriste, on n'a plus justement ce travail-là. Donc pourquoi est-ce qu'on l'attend à la fois du gouvernement, qui n'a pas été depuis le début du mandat, et à la fois les citoyens qui ne sont pas du tout. Regardez les Français, quand Macron est passé, les Français demandaient d'ouvrir le carnet de chèques quand il a fait sa dernière circulation dans les rues de françaises. Les gens disaient, donnez-nous des chèques. Oui, mais je trouve que le gouvernement a géré de manière remarquable la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Cette histoire-là, aujourd'hui, la globalité, je pense qu'il faut le voir dans la globalité. Ah non, là, c'est l'histoire de l'électricité. Là, on ne parle pas du Covid, là. Alors, l'histoire de l'électricité... Quoi qu'il en coûte, il n'y a pas de problème. Soit dit en passant, le quoi qu'il en coûte, coût budgétaire, c'est 49 milliards. Hein. Là, on crame 12 milliards. Enfin, je me demande encore pourquoi. Oui, mais normalement, on devrait arriver à 5% du déficit. Là. Donc, on était à 9 il y a 2 ans, on arrive à 5%. Les entreprises ont résisté, ce qui était quand même un truc absolument... Oui, mais parlons pas du quoi qu'il en coûte. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Et l'emploi. Après, sur effectivement l'énergie, moi, je trouve que le sous-jacent est assez scandaleux. En fait, le sous-jacent, c'est les éoliennes. C'est-à-dire qu'on a eu cette politique, alors là je suis vraiment prête à en discuter avec vous, cette politique du prix qui a été complètement calé pour tous les investisseurs qui investissaient dans les éoliennes depuis une dizaine d'années, et c'est calé sur 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu, je crois que dans l'histoire économique c'est quand même assez rare, d'avoir un prix fixe sur 15 ans, avec en plus des économies d'échelle, etc. Et donc aujourd'hui, la France qui était le champion de l'économie, en tous les cas, de l'énergie la moins chère, se retrouve avec une inflation absolument considérable. Et entre-temps, on a EDF qui doit payer à prix fixe une énergie, diminuer l'énergie nucléaire qui coûte moins cher pour payer à prix fixe une énergie qui, aujourd'hui, ne fait pas complètement le job parce qu'elle n'est pas permanente, etc. Alors, je ne suis pas une grande experte de l'énergie. Je ne voulais pas qu'on rentre là-dedans, parce que si on démarre sur l'ARENH, sur le prix de la dernière centrale appelée, sur toutes ces choses-là, on va y passer l'émission. Ça veut dire qu'il y a une espèce de double subvention. C'est-à-dire qu'il y a une subvention Isabelle, l'idée qu'on dépense, je ne sais pas combien, ils ne savent pas combien, 6, 8, 9 milliards d'euros, pour passer une bosse d'inflation de 3 mois, ça ne te semble pas complètement dingue? Quelle que soit la cause, tu vois, parce que si on part dans la cause, là, c'est une émission qu'on fera à la fin de la semaine d'ailleurs, on fera que là-dessus, voilà, que sur l'énergie. Je pense que investir et donner directement de l'argent aux ménages est plus valorisant, en tous les cas génère plus de valeur pour l'économie que de payer plus d'impôts. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait pour réenclencher l'économie après une période de stagnation complète. Et je trouve que ce qui est fait aujourd'hui, alors on va voir comment ça va se développer en 2022, etc. Mais je trouve que ce qui est fait est assez phénoménal. C'est-à-dire qu'on retrouve de l'emploi, les entreprises se portent bien. Alors il faut regarder si les emplois vont durer à long terme, etc. Mais 12 milliards en plus. Il faut que ça s'arrête à un moment. Ça s'arrêtera peut-être l'année prochaine. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est important. Jean-Charles ? Moi, je distinguerais les deux phénomènes. Parce qu'il y a le phénomène de j'essaie de corriger, donc celui qui va coûter 6, 8, on ne sait pas trop. La bosse d'inflation électrique, là. Voilà, j'essaie de corriger mes propres turpitudes sur un marché que j'ai déréglé. Ça,
je suis pas tellement contre. Enfin, en tout cas, il faudrait rentrer dans le fond et se dire, voilà, il faudrait tout repenser en base zéro et se dire, voilà, on repense le marché de l'électricité et on repense le marché de l'énergie en général et on va réfléchir à quelque chose qui soit moins malsain dans l'impact qu'on a, alors qu'on a un atout formidable qui est qu'on sait produire massivement de l'électricité pas chère pour la France. Donc je distingue ce truc-là, ok, on corrige ça parce que voilà, on a tous ces effets-là et puis on a le problème de l'impact sur le gaz en répercussion. Bon. Tout ça, ça me semble pas complètement choquant. D'accord. Même si c'est évidemment un mauvais timing, ça arrive en période électorale et que ce soit ça. Ce qui me choque énormément, en fait, sur le principe, c'est le chèque inflation. Donc les 3,8 milliards, 38 millions de personnes, 100 euros, ça me choque énormément parce que, pour le coup, si on rentre là-dedans, c'est à chaque fois qu'il y a une hausse des prix, la réponse, c'est on donne un chèque par rapport à une hausse des prix. En plus, mais surtout, on va rentrer là-dedans. Oui, non, mais c'est habituer les gens à se dire que les hausses de prix, ça doit être compensé par un chèque de l'État. Parce que là, le chèque inflation, il est en plus un peu plus global. Hein. Il est censé couvrir la poussée d'inflation qui est effectivement largement tirée par l'énergie, mais qui concerne aussi tout ce qui est pénurie qui fait augmenter les prix, tout ce qui est marché alimentaire. C'est quand même aux 2 tiers l'énergie. Mais c'est aux 2 tiers d'énergie. Mais c'est présenté comme un chèque inflation. Voilà, on vient, parce que je rappelle qu'il y a déjà un chèque énergie. Un chèque énergie, un chèque inflation et un bouclier tarifaire. Voilà. Et donc là, ceinture, bretelle. Donc chèque énergie, il est ciblé sur des personnes plus modestes. Là, chèque inflation, 38 millions de personnes. 38 millions de personnes à qui on donne. C'est-à-dire qu'on a des gens qui consomment pas beaucoup d'énergie, genre des retraités qui sont à 2 000 euros par mois, donc au plafond, qui utilisent pas trop leur bagnole, qui ont un système de chauffage qui coûte pas nécessairement très cher. Tout ça, je trouve c'est un très mauvais réflexe d'habituer les gens à se dire dès que l'inflation va aller un peu trop fort, je vais réagir comme ça. Non, moi je trouve ça pas sain. C'est le traumatisme gilet jaune. Oui, mais ils sont traumatisés en fait. Je comprends qu'ils soient traumatisés, mais je trouve ça pas sain d'habituer les gens à cette sorte de sucre rapide qui est je viens tout de suite vous calmer. Sur ce que vous voyez en faisant vos courses ou en recevant vos factures. Non, je pense qu'il faut en plus soit c'est vraiment temporaire, ce qui a priori est espéré par beaucoup, en tout cas que ça se détende progressivement en 2022. Auquel cas, chacun prend sa paume, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. On peut très bien envisager d'avoir une meilleure indexation des minima sociaux ou de certaines choses. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Tout comme d'ailleurs, il y a des discussions qui se passent dans les entreprises sur les salaires. Donc tout ça est très normal. Oui. Mais les minima sociaux, ça reste. Les minima sociaux, ça reste, effectivement. C'est-à-dire que c'est rigide à la baisse. C'est ça. Il n'y a pas de... évidemment, ça n'a jamais baissé. Les salaires aussi, en pratique, même si ce n'est pas impossible, théoriquement, en pratique, ça ne baisse pas non plus. Mais effectivement, on peut donner des primes, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il faudrait quand même ne pas rentrer dans ce jeu-là, en fait. Parce que sinon, on va mal habituer les gens à se dire je dois aussi, faire face à des événements de la vie économique que le gouvernement ne doit pas être là pour prendre en charge. Erwan dit que c'est trop tard. Quand il annonce le chèque inflation, moi je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que presque le péché d'orgueil là-dedans, ça a été le non. Parce qu'en plus, quand il l'annonce, on est à 1,6% d'inflation. On a des estimations pour février, donc quand la prime sera versée, de 4%. Donc en théorie, on devrait reverser 400 euros, en fait. Non mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux parce que le problème, c'est que il ne faut pas s'étonner que les gouvernements veulent faire du monétaire quand la BCE fait du budgétaire aussi. Il y a un mélange des genres en ce moment généralisé. Ouais. Mais là où ça peut justement être... ça aurait pu être beaucoup plus malin de dire j'appelle ça un chèque reprise. Effectivement, on a besoin d'avoir ce côté, on passe la bosse et tout. Tu l'as, l'artiste à 175 milliards sur les comptes courants. Tu le dis ça comme ça, tu l'annonces comme ça. Si jamais tu veux faire un chèque gilet jaune, je ne dis pas que c'était la bonne chose à faire. Si jamais tu veux faire un chèque gilet jaune, l'appeler un chèque inflation, il y a des gens... en plus, tu avais les chiffres. Le Premier ministre, quand il dit l'inflation est présente, c'est à l'État d'y compenser. Pour moi, cette phrase-là, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient devant leur télé et malheureusement que les chaînes d'infos continuent à être répétées des milliers et des milliers de fois. Les 100 balles, donc. Oui, mais Stéphane, la prochaine fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, les gens n'étant pas des auditeurs acharnés de Bismarck ne connaissent pas le fonctionnement sous-jacent de la Banque centrale européenne et de la politique monétaire, vont se dire effectivement il y a de l'inflation, l'État compense. Et là, tu recrées dans un pays en plus qui est très fertile sur le côté État-nounou, tu recrées une nouvelle demande, un nouveau droit pour les citoyens de dire je demande et j'exige d'avoir.
Et en fait, tu commences à rentrer là-dedans parce que tu regardes, ça s'ajoute à la prime de Noël qui va tomber, plus donc 254 €, plus les 100 € qui vont tomber de machin, plus le chèque machin. La prime rentrée scolaire. La prime rentrée scolaire. C'est une habitude. Oui, Je ne dis pas qu'il faut pas Là où aider. tu as raison, c'est que c'est pas 38 millions de personnes, ces primes-là. On ne dit pas qu'il ne faut pas aider les gens. Le problème, c'est qu'en fait, tu es en train de créer déjà un maquis absolument illisible. Et surtout, en fait, on est en train de déresponsabiliser en se disant sur l'inflation, sur le machin, sur etc. Faisons en sorte d'avoir un Big Bang justement des aides sociales pour avoir quelque chose de plus individualisé, pour avoir justement un ciblage plus précis. Comment est-ce qu'on appuie à tel et tel moment, etc. En plus, on a fait le diagnostic pendant la crise du Covid. Pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne a demandé aux stations de ski d'embaucher les saisonniers, sachant qu'ils seraient fermés? C'est pour pouvoir avoir un module, un véhicule de versement du chômage partiel. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher avec les aides sociales de manière globale. Donc peut-être qu'il faut se poser la question de cette ingénierie-là plutôt que d'essayer de balancer encore des trucs. Bon. Mais même plus fondamentalement, pour moi, c'est pas l'État qui doit être là pour garantir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il doit pouvoir baisser malheureusement. C'est des mauvaises périodes, on traverse des mauvaises périodes, le pouvoir d'achat peut baisser. Moi, je distingue totalement ce qui est le fait de l'État. J'ai une crise sanitaire, je prends une mesure, je vous arrête de travailler, etc. Et ce qui est la vie économique, même si en l'occurrence il y a un lien entre les deux, en l'occurrence là on est reparti dans la vie économique normale, je ne suis pas là pour garantir le pouvoir d'achat en permanence. Parfois, ça va pas bien. Et à ce moment-là, j'ai une politique monétaire, logiquement, qui doit juguler l'inflation. Je dois avoir des réflexes, mais je ne dois pas être en permanence pour dire « Oh là, pouvoir d'achat, je vais vous garantir à tous les coups. » Parce que sinon, j'infantilise encore plus un pays qui est le plus infantilisé. Donc, ça fait 2 ans qu'on fait ça, Jean-Charles. Donc, effectivement, on a pris une habitude. Voilà. Non, mais le pouvoir d'achat... Le quoi qu'il en coûte, c'est une garantie de pouvoir d'achat, d'une certaine manière. Absolument, qui doit être garanti par l'emploi. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de plein emploi. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un mixte qui est difficile à trouver. Mais on a vécu une période qui est tellement différente de ce qu'on a pu vivre depuis une dizaine d'années, qu'effectivement, il y a des comportements qui sont un petit peu différents, mais qui aujourd'hui démontrent quand même qu'on s'en sort pas trop mal. Bon. Après, on a eu les chiffres de l'agence France Trésor à la fin de la semaine dernière. On va lever 250 milliards de dettes. 3 milliards en plus, 3 milliards en moins. Tu faisais juste un mot, Erwan, quand Isabelle disait on est sur des créations d'emplois records. Oui, on est sur des créations d'emplois records. C'est pas du tout contre Isabelle, moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, mécaniquement, d'un point de vue économique, alors toutes les lois économiques ont été rebattues ces dernières années, mais quand on fait 8% de récession, on ne peut pas justement avoir un tel niveau de création derrière, sauf si on est en train de recréer des emplois qui sont peu productifs. Je ne parle pas des livreurs à vélo, je parle de bullshit jobs, c'est la théorie de Graeber des bullshit jobs, c'est des emplois qui sont là pour remplir des bureaux. Donc on les paye au SMIC et puis, ou aux alentours du SMIC et puis ils font rien, ils apportent rien à l'économie. Et j'ai peur que ce 7,8, 7,9% de taux de chômage, en fait, ce soit vraiment en fait, une illusion totale et que les emplois qu'on a recréés derrière soient des emplois qui soient peu productifs. Et dans ces cas-là, après tout, avec toutes les cascades qu'on pourra avoir dans les 10 prochaines années. Cela dit, le déficit diminue. Donc il y a quand même une génération de valeur. Le déficit diminue, tu parles de quoi? Tu parles du déficit de la France, c'est-à-dire qu'on est quand même passé de 9% à 5%. Non, mais ça, non, mais c'est parce qu'il y a plus de remontées de taxes, donc ça veut dire qu'il y a la création de valeur. On est au-dessus du déficit de 2019, donc on n'est pas revenu. Ouais, non, franchement, 5, c'est beaucoup déjà. Non, mais 5, c'est énorme. 5, c'est énorme, mais ça, il a diminué. Bon, on marque une pause. J'ai 42 de fièvre, je suis à 41, j'ai diminué, mais je suis toujours fiévreux. Non, Laurence Parisot, quand elle prenait les régimes, j'ai pris 2 kilos, j'en ai perdu 1, j'ai maigri. C'est ça. Pas tout à fait. On marque une pause.